Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro s'alignera fin octobre sur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec Yann Eliès à bord d'un bateau dernier cri Paprec Arkea avant de s'attaquer à son premier Vendée Globe l'année prochaine. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra 5 pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 134e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 3 octobre, il est 13h15 exactement et nous enregistrons cet épisode juste avant la conférence de presse de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre qui a lieu cet après-midi à la Maison de la Radio à Paris et à laquelle participent les marins qui seront engagés sur cette édition 2023, dont notre invité qui est justement dans sa voiture devant la Maison de la Radio et n'est autre que le tenant du titre en Ocean 50. Il s'était imposé il y a 2 ans aux côtés de Mathieu Souben. Il sera au départ le 29 octobre du Havre avec le même partenaire Primonial, mais avec un trimaran de 50 pieds flambant neuf, mis à l'eau mi-août, et un nouveau co-skipper, Jean-Baptiste Gelé, vous l'aurez reconnu. Et il s'agit bien évidemment de Sébastien Rogue. Salut Sébastien. Salut, ça va bien ? Tout va bien, tout va bien. Et toi, dans ta voiture devant la Maison de la Radio ? Comme toutes les petites tournées parisiennes, très bien speed et on est bien heureux de tous se retrouver à la Maison de la Radio pour ce lancement de la Transat Jacques Vabre. Bon, justement, on va parler de tout ça. Avant d'échanger avec toi, un rapide focus pour ce qui est de la classe Ocean 50 sur cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre, qui fête cette année ses 30 ans. Il y avait 7 duos en lice il y a 2 ans. Vous serez 6 cette année sur un parcours de 6000 milles entre Le Havre et Fort-de-France via l'archipel brésilien de Fernando de Noronha. Sébastien défendra donc son titre, cette fois aux côtés de Jean-Baptiste Gelé, sur le nouveau Primonial construit dans les moules de l'ex-Arkema 3. Et ses rivaux seront justement ce dernier qui a été racheté par Thibaut Vauchel-Camus et rebaptisé Solidaires en peloton, sur lequel il fera équipe avec Quentin Vlaminck. Un autre bateau neuf a été mis à l'eau cet été et sera de la partie. Réalité avec à son bord Fabrice Caillerc et Émeric Chapelier. Les autres engagés en Ocean 50 étant Pierre Quiroga et Ronan Tressard sur Viabilis Océan, Erwan Leroux et Audrey Augereau sur Coesio, et Luc Berry et Antoine Joubert sur le Rire Médecin Lamotte. On rappelle que 3 autres classes de bateaux sont admises sur cette Transat Jacques Vabre, la classe ultime 32-23, les IMOCA et les classes 40, soit plus de 100 bateaux au départ du Havre le dimanche 29 octobre. Voilà pour cette courte présentation. Sébastien, tu es donc aujourd'hui à Paris pour cette conférence de presse de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, qui réunit quasiment tous les skippers. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça représente comme événement ? C'est un peu le vrai coup d'envoi de cette Transat Jacques Vabre. C'est un exercice que tu apprécies ? Ouais, déjà c'est sympa de tous se voir à quelques semaines de notre présence au Havre, à Paris. Et je crois que ça lance officiellement les festivités de la Transat Jacques Vabre, parce que tout va s'enchaîner très vite maintenant à partir de cette semaine. Donc voilà, c'est un bon point de départ pour les prochaines semaines et le départ du 29 octobre.
C'est un petit peu aussi le début de la pression quand on voit la présentation sur scène de tous les skippers de cette course, on commence à sentir un petit truc au fond de soi, une petite pression qui commence à monter. Non, enfin, j'ai l'impression que je suis en train de basculer chez les plus anciens. Mais c'est vrai que maintenant, c'est une course qu'on a l'habitude de faire. Ce sera notre quatrième participation. Donc, c'est sûr que la première fois en 2013, quand j'ai participé à la Jacques Vabre et que j'étais venu à Paris, c'est vrai que le palpitant était un petit peu plus haut. J'étais impressionné de voir tous ces équipages, tous les grands noms de la voile. Maintenant, j'ai de l'eau un petit peu coulé sous les ponts. Et c'est vrai que ça met beaucoup moins de pression, mais ce qui est très sympa parce que du coup, bah, on profite beaucoup plus au final de ces moments conviviaux entre marins, organisateurs sur ces moments-là. Et tu as une journée chargée, tu as des rendez-vous presse, des rendez-vous partenaires, tu en profites. Ouais, bah, on est là depuis hier et c'est vrai qu'on enchaîne vraiment beaucoup. On profite toujours de coupler nos déplacements parisiens. Donc on voit l'ensemble des partenaires de l'équipe, on drague des nouveaux partenaires qu'on souhaite faire rentrer. Et là, sur ce déplacement-là, on a un bon mix entre points avec les partenaires historiques de l'équipe et puis on rencontre pas mal de nouveaux prétendants. Et donc, moi j'adore ça. J'adore aller à la rencontre des partenaires, des nouveaux, et pour le bien de l'équipe, c'est top. Bon, bah, parlons maintenant de cette Transat Jacques Vabre. Tu le disais, c'est ta quatrième participation. C'est une course, on peut dire, qui te réussit bien, hein. Victoire en classe 40 pour ta première en 2013, victoire il y a 2 ans en Ocean 50 en 2021 et un podium, une troisième place en 2019, toujours en Ocean 50. C'est une course que tu apprécies, qui te réussit. Bah ouais, je crois que la Jacques Vabre, c'est une course qui nous réussit pas mal. J'aime beaucoup le double, j'aime bien le concept de mener à 100% un bateau, chose qui est plus compliquée à faire sur une route du Rhum. Parce que tu es en solo et là en double, c'est vrai qu'il n'y a pas de sujet quoi. Tu vas à fond les ballons tout le temps. Alors ça apporte d'autres problématiques comme réussir à se reposer un petit peu quand même parce que comme tu le disais en fait la transat est super longue, elle fait 6000 milles et c'est une quinzaine de jours, c'est la plus longue des transats qu'on a la chance de pouvoir faire et le rythme est presque différent parce qu'on est à fond, que c'est 15 jours et qu'entre les deux, ben, il faut quand même les tenir et les tenir avec un niveau de perf assez haut parce que les autres équipages sont super affûtés. Et donc, mais voilà, mais j'aime beaucoup la Jacques Vabre. Quelle place elle tient, ta victoire en 2021? Est-ce que c'est la plus belle de ta carrière? Tu as remporté une autre en 2013. Quelle place elle tient dans tes souvenirs de marin? Bah, c'est sûr, c'est la plus belle. Et je pense qu'on a même réussi le hold-up de l'année en étant arrivé alors, premier de la classe Ocean 50, et ça qui est notre classement sportif. Mais on a aussi eu la chance d'être le premier bateau à arriver en Martinique, où normalement ce sont les ultimes qui arrivent avant nous. Et là, pour des questions de parcours, en fait, on a été le premier bateau à toucher l'île. Et donc, tout ce qui va avec, la médiatisation, la mise en avant de l'équipe, et qui d'ailleurs n'a pas été anodine pour nous, parce que je pense ça a été l'élément déclencheur de notre signature avec Primonial et l'ensemble des copartenaires de l'équipe, et le lancement et la construction de ce bateau. Donc, c'est la plus belle parce on a eu la joie de goûter à une position qui, il faut le dire, est normalement pas forcément la nôtre, et plutôt celle des ultimes. Donc d'un coup, notre bateau a pris 15 mètres de long en franchissant cette ligne d'arrivée pendant quelques heures ou quelques jours. Et, euh, et, donc, euh, et donc forcément, tout ce folklore permet aussi de dire que c'est probablement la plus belle. La prochaine plus belle, ce sera une victoire en solitaire. Bon, à venir peut-être sur la prochaine route du Rhum. Tu le disais, hein, ça a été une victoire qui a été un déclencheur pour toi parce que c'est finalement derrière que tes partenaires ont décidé de t'accompagner pour lancer ce nouveau Primonial. Ouais, bah ça a surtout déclenché le fait de réussir à réengager l'ensemble des partenaires pour 4 ans de plus sur un cycle 2023-2026. Et moi, j'ai cette petite spécificité d'être armateur de mon bateau. Et donc, cet engagement long qu'ont pris mes partenaires m'ont permis
bien de monter un projet économique qui permettait d'aller se faire accompagner par des banques pour financer la construction du nouveau bateau. Je ne sais pas ce qui se serait passé si on n'avait pas gagné la Transat 2021, mais je pense réellement que ça a été un élément très structurant de la reconduite de l'ensemble de nos partenaires. Ouais, tes partenaires, ils ont pu un peu mesurer les retombées pour eux d'une victoire sur la Transat Jacques Vabre? Bah oui, 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 en fait, elles ont été aussi fortes que celles qu'aurait dû être un ultime. Donc, en sachant que les investissements sont peut-être, enfin, et à l'époque, on avait un budget de fonctionnement qui était moins élevé qu'avec le nouveau bateau. Donc, je pense on coûte, en gros, j'imagine, environ 10 fois moins qu'un ultime. Donc, et on a fait des retombées équivalentes à la victoire d'un de ces bateaux-là. Donc, le ratio a été énorme. Ouais. Alors, tu as gagné en plus sur un ancien bateau c'était pas le dernier bateau, le bateau de dernière génération des Ocean 50, c'était même le plus vieux, je crois qu'il datait de 2009 si je me souviens bien. Exactement. C'est la preuve qu'en Ocean 50, on peut gagner avec un bateau pas tout neuf. Bah oui, oui, enfin, je pense que notre place des Ocean 50, elle est spécifique, je pense, dans le paysage de la course au large. Et c'est, je pense, effectivement la preuve que notre règlement technique est performant. Et ça n'a pas été que, j'ai envie de dire, un coup de bol, parce que l'année d'après, on a réussi à tenir un podium sur la route du Rhum face au bateau neuf. Donc, je pense que effectivement, cette jauge technique, ce règlement qui a pour objectif de donner du temps long aux investissements et en particulier aux bateaux, eh bien, à travers notre premier projet avec le premier bateau Primonial, bah, on a démontré qu'effectivement, un vieux bateau bien entretenu, qu'on laisse quand même au goût du jour en termes d'investissement, voilà, il a quand même fallu continuer à investir autour du bateau, mais qu'on n'est pas obligé de construire des plateformes neuves tous les 3 ans, comme en IMOCA par exemple. Raconte-nous maintenant un peu la construction de ce deuxième Primonial, hein, qui a été mis à l'eau le 17 août, construit chez Multiplast. Comment ça s'est passé cette construction? Ça a été conforme à ce que tu attendais? C'était ta première construction pour toi? Ouais, on pourrait vraiment dire que j'ai construit en 2013 un classe 40 sur plan Manuard chez Nicolas Groslo. Ouais. Enfin, autant te dire que c'est quasiment comme, enfin, t'achètes un bateau à un chantier, donc j'ai suivi cette construction, mais j'ai pas été intégré à la construction. Là, c'était vraiment, mais totalement différent. A posteriori, je dirais, si j'avais su, je sais pas si j'y serais allé. Non pas que, enfin, j'ai tellement appris. En fait, je pense que je manquais tellement de connaissances en lançant ce projet, mais sans m'en rendre compte, que rationnellement, je me serais pas senti capable de le faire. Euh, et au final, on l'a fait et on l'a bien fait, mais chaque journée était un cas nouveau, une construction. C'est génial quand on monte des projets. De toute façon, c'est toujours comme ça, mais c'est que des problèmes, hein. Il y a ce qui rend le projet intéressant. Et j'ai appris tant sur l'architecture que sur le modèle économique, que sur la relation avec des chantiers, et même beaucoup de chantiers, parce qu'on a eu énormément de prestataires autour de notre bateau. On n'a pas fait une commande chez Multiplast. Multiplast a été assembleur. Ensuite, chaque petit bout du bateau a été construit indépendamment dans différents chantiers. Et nous aussi, en interne, on avait quasiment 30% de la construction du bateau à notre charge, pour une équipe qui ne l'avait jamais fait, et pour lequel sur le papier, on avait assez peu d'expérience. Donc ça a été une aventure incroyable, une prise d'expérience hallucinante pour toute l'équipe. Et au final, on est très très content du résultat. J'espère que d'ailleurs les prochaines courses du bateau le montreront. Et voilà, c'est une aventure assez folle, hein, la construction d'un bateau. Ouais, tu dis que vous avez assuré 30% de la construction. Concrètement, vous avez fait quoi en interne? Concrètement, on a fait toutes les petites pièces. Tout le cockpit, toutes les extensions de coque centrale, tout l'aménagement, casquette, meubles de winch, carénage de bras, et 100% de la finition. Donc toutes les ralingues de filet. Et alors aucune grosse pièce, parce que les 3 coques ont été fabriquées chez Fiber Mechanics en Angleterre.
les bras, enfin la structure des bras hors aéro ont été faits chez Magma à Questembert, évidemment le mât chez Lorima. Les, la dérive a été faite chez Europe Technologies à Nantes. On a fabriqué les moules de safran. Hum, Et, euh, et donc, euh, et donc, nous, on a fait toutes les petites choses. Et au final, c'est énormément de temps qu'on a même probablement assez sous-estimé. Et puis l'assemblage de tout ça dans le bateau. Euh, et on s'est fait aider évidemment en interne. On n'avait pas euh, assez de personnes et même l'expérience. Donc on a renforcé vraiment de manière importante l'équipe avec des prestataires et qui nous ont apporté énormément de savoir-faire, de connaissances et de sérénité. Et donc voilà, tout ce petit monde à manager chez Multiplast. Et puis même, enfin, franchement, j'ai un spécial dédicace pour Multiplast et Romain et Yann Penfornis qui nous ont beaucoup accompagnés et qui ont, voilà, on n'était pas un team comme Gitana, comme Bank Pop ou comme les gros teams IMOCA qui ont des BE. Nous, on était un petit peu plus rock'n'roll, je dirais. Et donc, ils nous ont accompagnés, je pense, comme ils le font avec, enfin, plus qu'avec d'autres clients qui sont plus armés que nous. Tu as fait le choix de construire dans les moules d'Arkema 3, hein, qui est devenu, comme je disais, solidaire en peloton. Est-ce qu'on peut parler de sister ship ou il y a une patte Sébastien Rogue sur ce nouveau primonial? Alors, c'est totalement un sister ship en termes de forme de carène et de forme structurelle et aérodynamique des bras. Néanmoins, on a aussi profité du retour d'expérience d'Arkema 4 de Quentin et Thibaut sur ce bateau pour faire évoluer les quelques petits points que ce bateau pouvait avoir de moins bien. Et alors c'est pour ça qu'on a changé les safrans. On ne sait pas non plus encore si on est vraiment allé dans le juste, mais en tout cas on est allé sur une autre philosophie. Et ensuite, on a radicalement changé, je pense, la partie cockpit, espace de vie et comment est-ce qu'on allait vivre autour du bateau, avec en particulier quasiment le fait qu'on ne vive plus dans la coque centrale et qu'on fasse tout dans ce grand roof maintenant protégé qu'on a, dans lequel on peut dormir, manger, siester, faire notre veille, évidemment manœuvrer. En fait, on n'a plus qu'une seule zone de vie et c'est celle c'est ce cockpit, ce grand cockpit protégé. Ouais, il est protégé ou fermé? Est-ce que sur les Ocean 50, vous allez arriver, vous aussi, comme sur les Ultimes, à des cockpits, ou même sur certains IMOCA, à des cockpits complètement fermés? Alors nous, il a cette capacité à être complètement fermé. D'ailleurs, la dernière partie qui ferme cette casquette est encore en construction. Elle va être posée la semaine prochaine. Et, euh, et c'est vers ce en quoi, oui, c'est vers ça qu'en tout cas que nous on souhaite aller, euh, et pour des aspects aéro, et pour des aspects sécurité et de confort. Ouais, c'est vraiment là-dessus que ces bateaux peuvent progresser parce que tu le disais, vous êtes dans une jauge qui est relativement fermée. Donc vous pouvez pas, par exemple, mettre de plan porteur ou quoi que ce soit. Mais est-ce que la progression sur ces bateaux-là, ça se fait vraiment au niveau de de l'ergonomie, du confort du skipper en mer? Bah oui, en fait notre jauge technique elle est à la fois très ouverte et à la fois très fermée. Mais on se rend compte que quel que soit l'endroit par lequel tu prends le bout en termes de forme et de construction, au final, tu finis par faire un bateau qui va plus ou moins à la même vitesse que les autres. Et donc, si on veut influer sur la performance, il faut qu'on aille au-delà de ces cartes. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de partir sur un moule existant. C'est parce que on aurait pu repartir d'une feuille blanche, mais si c'est pour arriver euh, quasiment à la même à la, à la même finalité, ça servait pas à grand chose. Et je pense qu'aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs dans l'évolution des derniers Ocean 50 avec Arkema 4, Coesio, et même Réalité qui a été mis à l'eau juste avant nous, on se rend compte que qu'on referme les cockpits et que le confort, contrairement à il y a 20 ans,
en fait, est une source de performance, qu'on n'est pas obligé d'être mouillé H24 pour être un vrai marin. Et donc, on, le fait de laisser moins d'énergie pour aller à la même vitesse, forcément, te permet, je pense, d'aller plus vite, plus longtemps. Ouais, tu as raison de dire que c'était un Arkema 4 et non 3 comme j'avais dit en introduction. Est-ce que tu as mis à l'eau donc le bateau le 17 août à Vannes, chez Multiplast? Est-ce qu'on est le 3 octobre? Combien de jours de navigation tu as aujourd'hui sur ce nouveau bateau? Oh, on en a fait pas mal parce qu'on a mis le bateau à l'eau, on a fait un certain nombre de tests, mais la troisième navigation du bateau était nos premières RP. Donc les premières navigations avec nos partenaires, et on en a fait au moins 16 ou 17 sur le mois de septembre. Donc on a beaucoup navigué, on a réussi d'ailleurs à mettre en place euh, des navigations à double objectif, avec l'objectif, comme je te dis, on a fait beaucoup de navigations partenaires, et on a réussi à scinder l'équipe, une qui s'occupait des invités qui étaient à bord et une autre qui en profitait pour travailler techniquement sur le bateau. Et on a, je trouve, vraiment réussi à faire évoluer le bateau, même pendant nos journées d'hospitalité. Et depuis le 22-23 septembre, on a arrêté nos navigations partenaires. Et depuis, on ne fait que des navigations techniques et sportives tournées vers la Transat Jacques Vabre, où là, on continue à faire évoluer le bateau, et où on rentre peut-être un petit peu plus dans le détail. Et un choix qu'on a fait tout de suite dès la mise à l'eau, hein, c'était de ne pas faire évoluer le bateau pour la Transat Jacques Vabre. On savait que le laps de temps qu'on avait est toujours court. On est parti du principe que, vu ce temps disponible, on aurait déjà du mal à potentiellement utiliser 100% des capacités du bateau. Et donc, le seul vrai sujet qui nous était confié, c'était de le rendre fiable pour réussir à faire ces 6000 milles avec. Enfin, on sait que sur une Transat Jacques Vabre, si t'as un problème technique, t'es mort. En termes de perf. Donc, si on veut faire quelque chose, si on veut faire une perf sur cette Jacques Vabre, ça passera par le fait que le bateau n'ait pas de soucis. Donc, plus que d'essayer alors qu'on a déjà plein d'idées pour le faire évoluer, mais on s'y refuse pour ne travailler que sur sa fiabilité, pour qu'il nous pousse jusqu'en Martinique. Et dans ce laps de temps, vous avez réussi à caler votre qualification avec Jean-Baptiste? On a calé notre qualification la semaine dernière, euh, dans le golfe de Gascogne, où on a eu des conditions variées, et le bateau répond vraiment à. Enfin, le concept, en tout cas, de cockpit pour lequel on a construit ce bateau répond vraiment à nos attentes, et ça me change vraiment beaucoup de l'ancien. Ouais, justement, parle-nous un peu des différences, en quoi il est très différent du précédent. Alors, il y a deux aspects. Le premier, alors, c'est évidemment sur cette zone cockpit et le confort, c'est avec un cockpit complètement protégé et à la fois très ouvert, parce que il y a plus vraiment de zone de cockpit et ou de zone de repos. Tout est intégré, donc on a quasiment 9 mètres carrés qui sont quasi notre seule surface de vie possible sur le bateau. Et, euh, et l'autre concept qui a vraiment changé la donne, c'est que ce bateau intègre dès sa construction l'ensemble de la stratégie aéro que n'avait pas l'ancien. L'ancien, on a essayé de bricoler l'aéro comme on pouvait, sans prendre trop de masse, sans prendre trop de masse. Voilà, on a bricolé, hein, on n'a pas fait exactement ce qu'on voulait. Alors celui-là, vraiment, dès sa construction, a intégré une vraie stratégie aérodynamique. Donc les deux grosses diffs, je dirais, c'est l'aéro, le cockpit et sa raideur. Ce bateau-là est beaucoup plus raide que l'ancien, donc transmet mieux les efforts du vent au bateau, et donc pas en vitesse pure, mais je dirais qu'il est plus performant en accélération. Ouais, et justement, en termes de performance, ça donne quoi? Alors, peut-être pas cette raideur, mais le fait qu'il soit un peu, que tout le travail aéro que vous avez fait. C'est un poil tôt, tout le monde nous pose cette question. Alors, est-ce qu'il est plus rapide? Est-ce qu'il est plus performant que l'ancien? Je pense vraiment que notre jauge ne nous permet pas de faire des bateaux qui pourraient mettre obsolètes les anciens, et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Et donc, on s'attend vraiment pas à pouvoir aller beaucoup plus vite que l'ancien, voire quasiment pas plus vite. Je pense néanmoins
qu'on est meilleur sur le 0 à 100. On est tous bloqués à 100 km/h, mais je pense qu'on a une capacité d'accélération qui est plus nette, mais qui est extrêmement important quand même en termes de perf, parce qu'un bateau, ça n'a jamais une vitesse totalement linéaire, ça ralentit, ça accélère, ça prend des surfs, ça tape dans des vagues. Et donc en fait, tu es un peu en perpétuelle relance. Et je pense que cette raider te permet de relancer et de réatteindre la vitesse plus rapidement. Et sur 15 jours de course, ça peut avoir sa différence, clairement. Alors, raconte un petit peu à ceux qui ne sont jamais montés sur un Ocean 50, quelles sont un peu les sensations et les risques, hein. Il faut quand même parler de ces bateaux qui sont, je pense que parmi tous les bateaux qui vont prendre le départ de la Transat Jacques Vabre, c'est quand même les plus volages, ceux qui se mettent le plus facilement sur le toit. Raconte-nous comment c'est de traverser l'Atlantique à fond, en course sur un bateau comme ça. C'est chaud. C'est chaud. Ben, on a des vitesses moyennes entre 20 et 25, 28 nœuds. On est assez bas sur l'eau pour des trimarans qui vont à ces vitesses-là. Donc, au final, assez exposé aux éléments. C'est pour ça qu'on referme les cockpits. C'est pour que l'eau et le vent nous passent sur la tête sans passer par le col, j'ai envie de dire, et que ça coule dans le dos. C'est des bateaux, enfin, tu es obligé de te tenir tout le temps, qui ont des fortes capacités d'accélération, mais aussi de décélération. Donc, tu es un peu chahuté tout le temps. Il y a plusieurs fois sur la banette, tu peux te retrouver à tomber si t'es pas bien positionné dans des surfs quand ça tape dans la mer. Et c'est des bateaux qui gîtent assez vite. Hein. Il faut imaginer on est capable de soulever la coque centrale à partir de 14-15 nœuds de vent. Et si tu as une risée à 16 nœuds et demi et que tu choques pas, le bateau dessale. Donc, c'est des bateaux qui ont très peu d'inertie, contrairement aux ultimes, qui, eux, en plus, avec les foils, plus ça accélère, moins ça gîte, parce que le foil donne toute son efficacité. Et puis, ils ont un poids qui est bien plus important que le nôtre. Nous, le bateau, là, dans sa config pour partir sur la Jacques Vabre, on va être aux alentours de 4 tonnes, 4 tonnes 100, quand un ultime fait peut-être 15, 16, 17 tonnes. Donc, évidemment, la risée, elle n'a pas le même effet. Mais qui en fait du coup une navigation, moi que j'adore et c'est pour ça aussi que nos bateaux sont juste capables de traverser l'Atlantique et ils sont pas capables de faire des tours du monde parce que on, on, on laisse beaucoup trop d'énergie sur 24 heures pour pouvoir espérer faire un tour du monde avec ce bateau-là et parce qu'il est aussi un peu trop petit. Et donc ça fait des navigations qui sont super engagées dans lesquelles tu es toujours aux aguets. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien le double, je pense, parce que bon, le résultat, c'est que tu es à 100%, mais tu as aussi toujours quelqu'un sur le pont. Et donc, en termes de sécurité, c'est un peu moins anxiogène. Parlons un peu du plateau de cette Transat Jacques Vabre, hein. Donc, six bateaux au départ. Vous étiez 7 en 2021 et seulement 3 en année post-Route du Rhum en 2019. Comment tu vois ce plateau? On a l'impression que c'est vraiment très, très. Déjà, tu le disais, de par les bateaux, c'est homogène, mais de par les équipages aussi, on a l'impression que quasiment tout le monde peut gagner. Ouais, je pense que, franchement, bien malin qui est capable de sortir des favoris. Euh, je pense que beaucoup d'équipages ont des gros atouts, en particulier solidaire en peloton, avec Quentin qui sort de la route du Rhum, il fait second à quelques minutes de Coesio, et qui s'associe avec son nouveau propriétaire, Thibaut, qui a une expérience de l'Ocean 50 qui est dingue, et on sait que Thibaut est quelqu'un qui aime bien pousser sur les bateaux. Et, s'il y avait un réel favori à sortir, peut-être que j'irais chez eux. Mais bon, à côté, tu as Coesio, entre d'un côté, j'ai envie de dire, le maître Erwan Leroux, qui a la plus grande expérience sur la planète en Ocean 50, qui a gagné plusieurs routes du Rhum, plusieurs Transat Jacques Vabre, et son équipière qui est en apprentissage du multicoque offshore, mais qui est extrêmement talentueuse, elle l'a déjà démontré, et je pense qu'ils font une très belle paire tous les deux. Mais bon, t'en as aussi un vainqueur de la solitaire du Figaro sur Viabilis, qui est l'ancien Letton, donc connaît les capacités fulgurantes de performance. Euh, Il y a Réalité qui est un bateau tout neuf avec Fabrice à la tête de l'équipage,
qui je pense clairement aussi une carte à jouer. Donc je pense que, et puis à nous, je nous oublie pas, hein. Je pense qu'avec JB, on forme un très beau duo. On a une expérience aussi de la Transat Jacques Vabre. On se rend compte que le bateau est sorti très fiable. Donc on se fait pas beaucoup de doutes sur notre capacité à pouvoir pousser et tirer vraiment sur le bateau. Donc voilà, je pense que les 48 premières heures de cette Jacques Vabre nous diront qui les forces en présence réelles pour cette course-là. Ouais, c'est souvent là que ça se joue pour toi. C'est pas là que ça se joue, mais en tout cas, c'est là où tu vois qui est en forme. Et, et les 48 premières heures d'une course permettent aussi de voir le rythme. Et c'est pas là où se jouera la victoire, mais c'est quand même là où on va tout de suite voir qui va jouer la gagne et qui va pas la jouer. Parle-nous du coup de ton co-skipper, hein. Tu avais gagné avec Mathieu Souben il y a 2 ans. Est-ce que tu avais songé à l'éventualité de reformer ce duo vainqueur avec Mathieu? Et pourquoi le choix de Jean-Baptiste? Est-ce que tu peux aussi nous le présenter? Peut-être que Ouais, nos bien sûr. auditeurs le connaissent un petit peu moins bien. Ben, Mathieu, on s'est vite retrouvé après la route du Rhum pour effectivement préparer cette Transat Jacques Vabre, enfin, en tout cas parler du sujet Jacques Vabre 2023. Et Mathieu, c'est pas son seul métier en tout cas de naviguer. Il a un métier même plus prenant qui est associé de la voilerie All Purpose. Et la voilerie All Purpose qui est en plein développement en fait euh, n'autorisait pas complètement le fait que Mathieu puisse partir assez longtemps, intégrer l'équipe de manière plus pérenne que ce qu'il n'avait pu faire en 2021. Donc assez rapidement avec Mathieu, on a vu que ça allait être compliqué si on voulait chacun y mettre l'engagement qu'on pensait être le bon pour aller faire une paire sur cette Jacques Vabre possible. Donc assez rapidement, Mathieu, on s'est dit bon bah écoute, on fera peut-être 2025 ensemble, mais 2023 ça paraît compliqué. Et donc il a fallu que je trouve un autre co-skipper. Et JB s'est détaché assez naturellement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est dans l'équipe depuis très longtemps, quasiment 2016, parce on a fait du GC32 ensemble. Il était dans l'équipage du GC32 NJ. Moi, je voulais vraiment internaliser cet équipier de co-skipper parce que on savait qu'on allait mettre à l'otard, donc il fallait qu'on passe du temps ensemble et il fallait qu'on enchaîne toutes les naves. Donc il fallait vraiment qu'ils soient internalisés. Donc JB est plus qu'internalisé parce qu'il est permanent de l'équipe. Et puis il est très fort. Il a créé toute sa culture multicoque au large avec l'ancien bateau où il a fait évidemment toutes les naves, beaucoup de convoyages. C'est lui qui a ramené tous les bateaux depuis la Guadeloupe ou la Martinique sur nos dernières courses. Et je pense qu'aujourd'hui, pour notre équipe, en fait, JB était la personne la plus performante pour remplir nos objectifs. Donc on n'a pas hésité très longtemps. Et, euh, et que c'est un très bon régatier. Alors à la base, lui, il vient plutôt de l'inshore. C'est un laseriste. Il a été champion de France de laser standard. Il a fait plusieurs préparations olympiques. Et donc il a vraiment maintenant cette double casquette, course inshore, course offshore, qui est complémentaire aussi à la mienne parce qu'il a eu un parcours en inshore quand même bien plus glorieux que le mien. Donc il est capable sur certaines phases de prendre le lead et de switcher en mode inshore quand il faut vraiment faire des battles bateau contre bateau. Euh, et donc euh, et donc voilà, je suis hyper content de la faire avec JB. Et puis en plus de ça, enfin humainement, c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends très bien. On est raccord sur énormément de sujets. Et c'est très important, toujours dans cette culture de la perf sur une transat moi, je pourrais pas partir avec juste quelqu'un de bon, quoi. Il faut que je parte avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, parce qu'en transat, il se passe tellement de trucs. On sait qu'on va avoir des coups durs. On a des espèces de discussions lunaires au milieu de la nuit où on parle de tout et de rien. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin quand même qu'on soit raccord sur deux, trois idéaux de vie. Et avec JB, on est bien raccord. On est capable de parler de politique, de famille, d'éducation. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment
la personne qu'il fallait au projet pour compléter cet équipage pour cette Jaguar. Ouais, et tu le rappelais, c'est quand même une transat longue de 2 semaines, voire plus. Quel va être maintenant pour toi le programme? Tu vas rentrer à La Baule peut-être ce soir. Et quel va être le programme jusqu'au départ maintenant? C'est minuté maintenant jusqu'au 29 octobre, date du coup d'envoi de cette Jacques Vabre. Ah ouais, c'est carrément minuté. On a sorti le bateau de l'eau hier. On le remet à l'eau lundi prochain. Parce qu'on a, comme tout bateau neuf, on a alors rien de bien grave, mais il fallait, on avait deux, trois petits sujets de peinture et un gros check de mât à faire pour pouvoir quand même sereinement aller sur la Transat Jacques Vabre. Donc là, toute l'équipe s'affaire autour du bateau qui est à la turbane, sorti de l'eau sur le terre-plein. On a de la chance parce qu'on n'a pas de hangar et l'été est revenu, donc on va pouvoir faire une semaine assez performante. Et on le remet à l'eau lundi et on va très probablement repartir en stage en Bretagne Sud avec un ou deux autres Ocean 50 pour continuer à se tester et à se comparer. Et puis on arrive très vite au lundi d'après, qui est le début de notre entre guillemets stand-by pour partir au Havre. On se laisse 3-4 jours pour monter le bateau. Parce que le 19, il faut être dans les bassins, amarré, dans le bassin Paul Vatine. Et puis on bougera plus jusqu'au départ. Très bien. Et après, tu as déjà une visibilité sur la post Jacques Vabre? Est-ce que le programme de la saison 2024 a bien avancé? Il y a, j'imagine, un nouvel épisode, une nouvelle saison du Pro Sailing Tour au programme. Quel est un Ouais, peu, est-ce que tu as une visibilité sur ton 2024, programme? 2024, c'est certain, il y a une nouvelle saison du Pro Sailing Tour qui aura lieu. J'imagine que l'organisateur va pas tarder à nous transmettre l'ensemble des dates. En tout cas pour le Pro Sailing Tour, c'est assez clair. Après, on verra comment est-ce qu'on va compléter notre deuxième partie de saison. Est-ce que on ira en Méditerranée? Enfin bon, c'est quasiment sûr qu'on ira en Méditerranée. Pour le Pro Sailing Tour, nous on a très envie de faire la Middle Sea Race. Et puis on va quand même aussi faire un chantier d'hiver assez important parce que Romaric, l'architecte du bateau, nous a déjà fait de belles job lists pour cet hiver, pour déjà réoptimiser le bateau et aller plus loin dans les détails. Et puis je t'avoue qu'on va aussi essayer, je pense, de couper un peu parce que entre la route du Rhum, la construction, la mise à l'eau et cette Transat Jacques Vabre, on a pris vraiment très très peu de temps off depuis 1 an et demi là. Et je crois qu'on va avoir besoin de se reposer cet hiver quand même pour sereinement réattaquer la saison 2024. Bon, on rappelle Romaric Neusser, l'architecte du bateau. Donc, est-ce qu'il y a juste un dernier mot, il y a une transat prévue en 2024? Je sais que vous êtes invité, la classe est invitée à The Transat CIC, qui est la transat anglaise. Il y avait l'hypothèse d'une transat des Terre-Neuvas, route des Terre-Neuvas, si je me souviens bien. Est-ce que c'est à ton programme, toi? La route des Terre-Neuva n'est pas à mon programme. Je m'avance pas sur la manière dont la classe Ocean 50 décidera de sa construction. En tout cas, des gens y travaillent de manière importante pour que ça en fasse un bel événement. Et la Transat CIC, ce qui est certain, c'est que nos bateaux n'iront pas traverser l'Atlantique à New York. Néanmoins, est-ce qu'on participera sous une autre forme à la Transat CIC? C'est en discussion avec OC Sport. Et tout est en discussion. Là, j'imagine que ça va un petit peu faire pause pendant la Transat Jacques Vabre, mais ça recommencera et ça continuera quand même avec les permanents de la classe pendant la Jacques Vabre. Et je pense qu'on décidera ensuite de tout ça très rapidement, j'espère avant la fin de l'année, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait prendre le départ d'une course en solo quand même fin avril. Donc c'est pas anodin non plus. D'accord, donc ce qui serait sur un format alternatif, sur un parcours alternatif, pas le parcours habituel de la transat anglaise. C'est ça, nous, nos bateaux sont quand même un peu compliqués pour aller traverser l'Atlantique Nord en solitaire. Euh, c'est déjà chaud de le faire dans le bon sens, alors dans le mauvais, c'est quand même un peu plus compliqué. Et donc, on essaie dans ce sens-là de faire
de co-construire avec OC Sport quelque chose qui puisse nous aller à tous. On verra bien si on aboutit. Peut-être qu'on n'aboutira pas. On verra. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, Sébastien, on va se retrouver dans une petite heure du côté de la maison de la radio. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans ta journée, dans ta tournée parisienne chargée, de participer à cet épisode. C'était comme d'habitude très, très passionnant de parler avec toi. Et bah, quant à nous, Toujours un plaisir d'intervenir dans vos différents formats chez Tip & Shaft. On vous adore. eh ben, merci Sébastien. Et bah, quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 134e épisode de Pause Report qui sera sans doute également consacré à ce grand rendez-vous de l'automne qu'est la Transat Jacques Vabre. Merci Sébastien, bonne journée et à tout à l'heure. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!